Quand j'ai commencé à coder, tous les devs avaient des livres qui leur servaient de référence. Quand Internet s'est démocratisé, c'est devenu un support extraordinaire et plus aucun dev aujourd'hui n'envisagerait de coder sans passer à un moment sur Stack Overflow. La semaine dernière, j'ai même vu un CTO dire « Plus aucun dev de mon équipe n'envisage de travailler sans ChatGPT ». L'IA générative a pris une place colossale dans nos quotidiens ces derniers mois. Mais alors, quand cela va-t-il s'arrêter ? Faut-il vraiment y aller à fond ? Ou faut-il en avoir peur ? Pour répondre à ces questions d'avenir, je ne reçois pas l'oracle, mais il s'y connaît en machine. Laurent, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Je suis Laurent H, je suis CTO de Quant et j'ai une expérience très centrée sur le machine learning, l'intelligence artificielle. J'ai commencé à utiliser des réseaux de neurones dans les années 90, donc j'ai suivi beaucoup des évolutions et de changements dans le domaine, des hauts et des bas aussi dans le domaine. Ouais. et ça m'intéresse beaucoup d'explorer et d'expliquer les mécanismes des réseaux de neurones, du deep learning, de l'IA en général, et les limites de se rendre compte de ce qu'on peut espérer atteindre et ce qui est hors de portée. Ouais. Alors du coup, avant de se pencher sur ce que sont les réseaux de neurones et les limites qu'il y a, moi j'aurais une première question, ce serait, tu as commencé à bosser sur les réseaux de neurones en 90, on sait que dans l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, c'est un des systèmes qui existent, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les réseaux de neurones en 90 ? Est-ce que c'était déjà de la hype à l'époque dans le milieu ? Oui, il y avait un peu de hype et puis ça commençait à redescendre en même temps parce qu'on voyait aussi les limites et plein de trucs qui ne marchaient pas. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore un peu de ce qu'on appelle good old-fashioned AI, c'est les systèmes experts. Et donc, il y avait encore une concurrence des deux approches. Donc, l'approche qu'on appelait symbolique, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliciter tout le savoir-faire d'un expert humain et de le traduire aussi en règles à partir d'informations très symboliques et qui sont explicites. Avec vraiment des if qui disent s'il y a ça, je fais ça. Oui, alors il y avait des langages un peu particuliers de raisonnement à partir d'inférences logiques, à partir d'une base de faits et de règles. Mais ça demandait d'avoir une représentation symbolique, explicite de tout un savoir, de toute une expertise. Et l'autre approche, c'est l'approche plus statistique et le machine learning. Et machine learning, c'est pas que des réseaux de neurones. Maintenant, il y a beaucoup l'essentiel du machine learning, c'est peut-être le deep learning. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup d'applications encore où il y a d'autres techniques qui sont utilisées. Mais le principe du machine learning, les réseaux de neurones sont une des techniques de machine learning, qui se généralise beaucoup aujourd'hui. Mais le principe, c'est que c'est une démarche différente de l'informatique classique, où on donne des séries, des séquences d'instructions, et on sait ce qu'on a dit de faire à la machine. Et avec le machine learning, on procède différemment. On part d'un ensemble d'exemples. On définit un modèle et la manière dont ces paramètres vont s'ajuster par apprentissage pour optimiser quelque chose. Et à la fin de l'apprentissage, on a un modèle qui réalise une fonction, qui est le résultat de cet apprentissage. Mais la manière dont le modèle exécute cette fonction, on n'en a pas le détail, surtout dans les réseaux de neurones et le deep learning, on ne peut pas l'expliquer. Ouais. Alors justement, dans cette approche que tu as, où tu aimes bien effectivement parler des limites et des limitations, pour essayer de démystifier un petit peu le réseau de neurones. Donc on sait qu'un neurone, c'est au final c'est un transformateur basique, que dans un réseau de neurones... Alors dis-moi, arrête-moi si je dis des bêtises, parce que c'est possible, ça m'arrive souvent d'en dire. En fait, dans un réseau de neurones, tous les neurones sont identiques. Et en fait, ce qui change d'un modèle à un autre, c'est la façon dont on les connecte les uns avec les autres. Oui, alors
Au départ, c'était ça. Tous les neurones étaient à peu près identiques et c'était l'architecture du réseau qui lui donnait sa spécificité, les dimensions, les nombres de couches, ça, c'est des couches qui succèdent. Depuis les premiers réseaux de neurones, il y a eu quand même beaucoup de différents modèles particuliers qui ont été développés et il y a des architectures qui ont été imaginées pour s'appliquer avec plus d'efficacité à certains problèmes. D'abord, les réseaux convolutionnels. Dans les années 2010, ça serait permis de traiter des images avec des résultats très surprenants. Mais il y a aussi il y a eu les modèles d'attention. Donc il y a plein de nouveaux mécanismes qui sont de l'architecture de réseaux de neurones et aussi des fonctionnalités dans la manière dont le signal se transmet ou dont l'apprentissage se fait. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que tu dis, mais en première approximation, on peut dire que c'est ça. D'accord. Ok, donc c'est déjà une bonne première approximation. Donc déjà, je suis content d'avoir déjà réussi à comprendre des choses. Au final, en plus, tu vois, dans la démystification, ce que je trouve intéressant, c'est que au final, tous ces réseaux de neurones, c'est une suite de calculs statistiques a priori, j'ai vu ça, la probabilité est de temps, l'autre qui dit ok, donc toi tu as vu ça, toi tu as vu ça, toi tu as vu ça, bah, a priori ça doit être ça, une espèce de cumul comme ça d'un signal. Donc au final, c'est que des maths, c'est que des probas. Les probas, on voit ça en seconde, je crois, ou terminale. Enfin, on voit ça au lycée en tout cas. Donc on a envie de dire que c'est des maths qui paraissent assez simples. Oui. Est-ce qu'au final, c'est juste la multiplicité de la simplicité qui fait que ça fait des choses aussi complexes et surtout, si c'est aussi simple, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence au final ? Je pense qu'on n'aurait pas les réseaux de neurones si on n'avait pas modélisé le cerveau déjà. Parce que je ne sais pas si on aurait pensé à faire ça, imaginer un réseau de cellules interconnectées qui vont faire un traitement. Donc déjà, on a repris une bonne idée qui avait été le fruit de l'évolution et de la sélection naturelle. Et qui, comme tu l'as dit, c'est un assemblage de cellules très simples qui aujourd'hui sont à des nombres de milliards, centaines de milliards, qui fait qu'on a un système qui réalise une fonction. On a des données en entrée, des données en sortie, et on va transformer les données d'entrée en données de sortie, suivant un cadre qu'on va définir pour que la fonction ressemble à ce qu'on attend. Mais on ne sait pas comment on ne sait pas quel est le détail de son fonctionnement. Et en fait, j'ai oublié quelle était la question au départ. Au final, si tout ça, c'est que des maths, c'est que des probas, est-ce que c'est vraiment l'intelligence ? Ouais. Donc là, c'est vraiment purement... Non seulement c'est statistique, mais c'est le principe, c'est qu'on se dit qu'on va réaliser quelque chose qui va se déterminer automatiquement. La manière dont ça va être réalisé se détermine automatiquement par apprentissage. Et l'aspect statistique, c'est dans le fait que on va optimiser les paramètres du modèle à travers le passage de plein d'exemples et dans le mode supervisé, la correction d'erreurs par rapport à ce qu'on attend en sortie. Et donc, il y a des statistiques un peu à tous les niveaux de ce mécanisme-là. Et on suppose, on espère que l'échantillon d'exemples qu'on va lui donner pendant l'apprentissage est représentatif de la distribution de toutes les données qu'on va vouloir traiter. Donc tout se fait effectivement à base de statistiques et de probabilités. Est-ce que c'est de l'intelligence ? Certainement, il y a une partie de l'intelligence dans notre cerveau aussi qui repose sur un réseau de neurones qui a une certaine proximité avec ce réseau de neurones artificiels. Il y a certainement beaucoup d'autres mécanismes. Ouais. Et il y a des choses qu'on peut observer nous-mêmes dans le fonctionnement de notre intelligence qui n'existent pas dans ces réseaux-là. Par exemple, le fait que ça soit suivant une approche purement statistique fait qu'on exploite seulement des corrélations. On n'a pas de notion de causalité. Et c'est lié au fait qu'on observe souvent des biais. Par exemple, quand on demande à un des réseaux de neurones du deep learning qui génère des images, si on demande de montrer une image d'un médecin, ça va être un homme, parce que en général c'est un homme, c'est des corrélations. Donc il y a un grand danger dans cette approche statistique, si on ne fait pas attention aux biais et à la formulation des problèmes,
qui est qu'on va reproduire ce qu'on a déjà vu. C'est le principe, en fait. Ouais. Le principe du machine learning, c'est qu'on reproduit quelque chose qu'on a vu dans un ensemble d'exemples. Sauf que du coup, on le reproduit à grande échelle. Donc, si tu reproduis une Ouais. erreur, en fait, tu la démultiplies C'est de ça. manière exponentielle. Et donc, pour répondre à ta question sur est-ce que c'est de l'intelligence, de ce point de vue-là, c'est con en fait. Parce qu'on exploite des corrélations, ça peut être très 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 puissant, et on le voit dans les ChatGPT, etc. On obtient des résultats inimaginables. Mais ça repose sur des corrélations. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ouais. Question qui vient du live TikTok. Il y a combien de types de réseaux de neurones qui existent aujourd'hui? C'est tenté que Il y a ce tout soit référençable. Oui, il y a ce qu'on appelle des eaux de modèles avec des graphes, des représentations de tous les modèles qui existent. Je ne peux pas dire combien il en existe, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu différentes évolutions des réseaux de neurones et du deep learning qui sont suivant différents types d'architecture. Donc il y a une typologie de réseaux de neurones et de modèles de deep learning qu'on peut donner. Et donc depuis les premiers réseaux de neurones où on assemblait un peu les cellules n'importe comment, il y a eu les réseaux de neurones convolutionnels. Et ça, c'était une première révolution dans les années 2010 pour le traitement d'images. Donc c'est quand tu as une boucle, ça rétroactive, c'est ça? Non, c'est le fait qu'on se dit que il y a un premier traitement assez bas niveau à réaliser. C'est ce qu'on faisait avant d'ailleurs, on faisait de la détection de contours, on calculait des histogrammes sur des petits morceaux de l'image et tout, et ensuite on essayait de les traiter. Donc il y a des traitements qui vont être identiques quelle que soit la zone de l'image, par exemple détecter des contours par exemple, ou des variations de luminosité. Et ça doit se faire localement. Mais après, on doit analyser l'image à des échelles de plus en plus grandes pour pouvoir avoir une idée de ce qui est représenté à l'intérieur. Et donc ça, c'était une architecture qui a émergé dans les années 2010, les réseaux convolutionnels, qui a donné lieu à la première révolution. Avant, on faisait plein de traitements, il fallait de l'expertise en traitement d'image. À partir de ce moment-là, il fallait de l'expertise juste dans le réseau. On n'avait pas besoin de connaître les techniques d'analyse fine du signal qui était dans les images. Donc c'était une première révolution, et ça existe toujours, les réseaux conventionnels. Ensuite, il y a eu les modèles de langage, et ce qu'on appelle les transformers. Et je passe plein d'étapes et plein de variantes, mais c'est les grands, les plus connus. Et les transformers, ça a existé avec l'arrivée de ce qu'on appelle les modèles d'attention. Et les modèles d'attention, c'est un système qui permet au lieu de traiter par exemple des séquences de mots de la même manière à tous les endroits de la phrase ou du document, de tenir compte d'un contexte. Et donc on ne va pas traiter les mots de la même manière en fonction du contexte, de ce qui se passe avant, éventuellement de ce qui se passe après. Et ça, c'est ce qui a permis cette révolution des grands modèles de langage et jusqu'à ChatGPT. Ok. Après, il y a d'autres choses. Il y a les réseaux, il y a Adversarial Network, il y a plein de systèmes qui ont permis de faire de la génération d'images, qui maintenant sont faits sous différentes formes. Donc, suivant les applications, le fait que c'est génératif ou qu'on fait de l'analyse d'images, de signal, de texte, il y a aussi différents types de réseaux de neurones. Mais le principe du deep learning en général, c'est juste qu'on met beaucoup de couches de neurones. Du coup, tu nous disais aussi tout à l'heure que donc il y a pas que les réseaux de neurones dans l'IA, il y a aussi d'autres modèles qui existent. Est-ce que le fait que le réseau de neurones ait complètement explosé ces dernières années, est-ce que c'est principalement dû au fait qu'avec le cloud, en fait, la notion de CPU, enfin de ressources de calcul, en fait, a été drastiquement démultipliée et accessible beaucoup plus facilement. Et en fait, ça nous a permis du coup de multiplier les neurones et d'avoir des réseaux de neurones de plus en plus étoffés. Et c'est ça qui a fait que c'est... Parce qu'en fait, un réseau de neurones, il est meilleur juste parce qu'on en met plus au final, à peu de choses près. Oui, parce qu'on a trouvé les moyens de faire converger l'apprentissage avec ces dimensions de réseau de neurones. C'est-à-dire quand j'ai commencé à utiliser des réseaux de neurones, on mettait 3 couches, peut-être 4, et on avait du mal à faire converger. Maintenant, il y a des centaines de milliards de paramètres. Donc aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, oui, c'est principalement une question d'échelle, on l'a vu avec les modèles GPT. Mais il y a d'autres modèles de machine learning qui n'utilisent pas de réseau de neurones. Il y a des modèles à base d'arbres de décision, par exemple. On sait très bien où on peut faire converger un modèle à partir de pas énormément d'exemples et un nombre de paramètres qui est assez raisonnable. Mais pour les réseaux de neurones, effectivement, on a besoin pour qu'ils atteignent l'efficacité qu'on connaît aujourd'hui, de les faire fonctionner à une très très grande échelle. Donc ça veut dire beaucoup de ressources de calcul, des GPU. Donc les GPU, c'est des processeurs qui font beaucoup de calculs parallèles et qui ont été créés pour le jeu.
Parce que pour faire du traitement d'image, de la synthèse d'image, on a besoin de faire beaucoup de calculs parallèles. Et c'est pour faire ça qu'ont été inventés les GPU. Et c'est grâce aux GPU qu'on peut faire beaucoup de calculs parallèles dont ont besoin aussi les réseaux de neurones. Okay. C'est aussi l'échelle d'Internet où il y a des quantités de documents astronomiques qui peuvent aller avec les dimensions, enfin l'échelle des réseaux de neurones, ce qui permet qu'il y ait une cohérence entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire converger un réseau de neurones avec des centaines de milliards de paramètres sur peu de documents. Et vice-versa, ça ne sert à rien d'avoir des masses de documents énormes si on a un petit réseau de neurones. Et donc, c'est cet ensemble de cette combinaison de l'évolution des jeux vidéo, des dimensions de l'échelle des documents qui sont accessibles et de la puissance de calcul qui fait qu'on peut arriver à ces performances. Du coup, tu évoquais effectivement l'importance du dataset d'entraînement, que ce soit en supervisé ou en non supervisé. Tu as quand même besoin d'avoir suffisamment d'informations pour avoir quelque chose de pertinent. J'ai vu il y a quelque temps un truc qui était intéressant, c'est que je crois que c'était Hank Green qui disait ça sur Internet. Il disait que aujourd'hui, avec les IA génératives, on commence à générer de plus en plus de contenu. Et que le problème, c'est que jusque-là, il y avait des humains qui créaient ce contenu qui a été utilisé pour entraîner notamment ChatGPT. Enfin, le GPT 4, 3 et 4 utilisé du coup par ChatGPT. Et que le fait d'avoir maintenant des IA qui commencent à créer de plus en plus de contenu, c'est du contenu que tu ne peux pas utiliser pour entraîner de nouvelles IA, parce que du coup, tu as un effet en fait de cercle vicieux qui pourrait se créer. Est-ce que tu vois, on a un risque comme ça de fermeture, enfin, tu vois, je ne saurais pas comment l'exprimer, tu vois, mais des espèces de dégénérescence induite par ce genre d'usage. Oui, beaucoup de gens pensent à ce risque. Je pense que sur Internet, il y a déjà beaucoup de contenu de très très basse qualité depuis toujours, pour le SEO ou simplement parce qu'il y a des gens qui font du contenu à l'échelle un peu industrielle. Ça va s'aggraver, oui, avec ces modèles. Et c'est effectivement ça peut faire que l'entraînement est moins efficace petit à petit, mais je ne suis pas capable de dire dans quelle mesure ça va avoir un effet vraiment très significatif. On peut penser que oui, ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'entraînement sera un peu appauvri parce qu'il y aura, si on réduit les informations à l'essentiel, ça sera plus faible que la quantité de documents qu'on avait avant. Chez Quant, qu'est-ce que vous avez comme travaux de recherche ou d'usage de l'IA? On utilise des modèles de langage dans plusieurs briques. Il y a une partie importante de ce que doit faire un moteur de recherche, c'est comprendre la requête qui est envoyée par l'utilisateur, comprendre de quoi il parle et quel type de résultat il attend, quelle intention il y a derrière la requête, quelle catégorie d'informations il recherche. Donc là, on utilise des modèles de langage assez récents. Et puis, il y a beaucoup de machine learning dans ce qu'on appelle learning to rank, c'est les fonctions de ranking. C'est-à-dire que dans un moteur de recherche, il y a une partie crawling, indexation, et ensuite matching des requêtes avec ce qu'on a dans l'index, et tri des requêtes. Parce que, en général, après avoir juste matché les documents qui sont potentiellement intéressants par rapport à la requête, on en a trop et on a des choses de différentes qualités ou pas appropriées. Et donc, le tri est vraiment une étape très importante, ce qu'on appelle le ranking. Et là, il y a beaucoup de machine learning, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à partir de règles, à l'échelle du web, par exemple. Et donc, il y a un entraînement qui est fait à partir d'un certain nombre de signaux d'entrée, dont le fameux PageRank qui a été inventé par Google. Ouais. Et on optimise la pertinence des résultats qu'on donne en fonction de la requête. Et cette pertinence, comment elle évalue? Parce que c'est très subjectif. Est-ce qu'un document correspond à la recherche qu'on a fait? Et un des signaux importants, c'est est-ce que les utilisateurs ont cliqué sur ce résultat? Et probablement que ça veut dire que c'était un bon résultat. Mais peut-être pas, parce que souvent on clique sur le premier résultat. Et c'est pas le bon. Donc il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de suppression de ce biais qu'on appelle biais de position. Les gens cliquent plutôt sur le premier document. Mais il y a une grosse partie de machine learning à cet endroit-là. Ouais. Et ça se fait avec des réseaux de neurones, mais aussi traditionnellement avec d'autres techniques à base de random forest ou arbre de décision. Alors, je viens de penser à un truc, c'est que tu parles effectivement du coup de t'analyses
les mots-clés de recherche qui Ouais. sont tapés par une personne. Tu vas analyser toutes les pages web du web. Tu essaies de comprendre ce qu'il y a dedans. Tu essaies de comprendre du coup les mots-clés tapés par la personne. Quand on regarde aujourd'hui sur un moteur de recherche, que ce soit Quant, Google, Bing ou d'autres, quand je tape une recherche, on me liste effectivement toutes les pages qui correspondent. Et en général, il y a un snippet qui est un morceau du contenu de la page qui correspond au morceau que moi, justement, je serais intéressé de voir. Ouais. Et au final, on a ça depuis... ça fait 15 ans que Ouais. les moteurs de recherche Ouais. proposent ce genre de fonctionnalité. Mm. Et en fait, alors ça vient de faire pop dans ma tête. C'est-à-dire que je me dis, mais en fait, au final, c'est pas si loin de ChatGPT. C'est-à-dire que cette capacité de dire, je pose une question dans mon avis, dans ma barre de recherche, et tu me montres le bon morceau du paragraphe d'une page entière qui répond à ma question. Comment ça se fait que ChatGPT c'est vécu comme une révolution, alors qu'on pourrait se dire que le pas entre me montrer dans une page le paragraphe qui répond exactement à ma question et m'écrire le paragraphe, au final, si tu te bases du principe que ce que tu expliquais, c'est que juste on a mis toutes ces pages-là dans ChatGPT au début, et donc en fait il ne fait que recopier le paragraphe qu'il a vu. Pourquoi c'est quoi à quel point le step il est ouf? Je pense que ça dépend des use cases. Il y a plusieurs types de recherche très différents. Et pour certains types de recherche, on préfère avoir directement une réponse qu'une synthèse de tout ce qui peut se trouver sur Internet pour ce sujet. Et là, c'est là où ChatGPT ou les autres GPT sont intéressants. C'est-à-dire que ça évite d'aller parcourir plusieurs documents, d'évaluer soi-même s'il donne un bon niveau d'information, si ça correspond à ce qu'on a demandé. Et on veut juste avoir un résumé de la réponse. Dans d'autres cas, on doit comparer différents types d'informations en fonction des sources. Parce qu'il y a des sources plus ou moins fiables, il peut y avoir même des avis divergents sur un sujet, souvent, c'est un sujet politique par exemple. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux avoir directement, au moins en complément d'une première réponse, accès aux sources d'information. Un des problèmes de ChatGPT et de ces modèles de langage, c'est que pendant l'apprentissage, ils perdent complètement l'origine des informations, par principe. Ils font que ajuster les paramètres du modèle pour minimiser l'erreur en prédisant des mots. Donc la source d'information, ils n'en ont aucune idée. Tu vois, sur la partie de citer les sources, genre je sais que je t'avais déjà fait l'analogie quand on préparait cet épisode, c'est qu'au final, si le langage, en fait, il apprend toute cette information, il apprend à parler, en fait, au final, au moment de l'apprentissage et de sa phase d'entraînement, est-ce qu'au final, lui demander de citer ses sources, c'est comme si moi, je te demandais de citer tes sources quand tu m'as dit bonjour au début de l'épisode. Oui, on peut dire ça. Il y a des cas où on n'a pas besoin de citer les sources, c'est clair, c'est sûr. Mais il y a des cas, je pense que c'est vraiment on s'est demandé, et même il a été prédit que les moteurs de recherche allaient disparaître parce que ça a été remplacé par les modèles de langage. Peut-être. Je pense qu'il y aura... ça sera une combinaison de différentes formes de réponses, les moteurs de recherche maintenant. Il y a des cas où effectivement on n'a pas besoin des sources. Si on demande par exemple, et beaucoup de gens le font à ChatGPT, d'écrire une formule pour un script pour transformer un document, ça marche ou ça marche pas. On n'a pas besoin d'aller chercher les sources. Pour d'autres recherches, on les veut. Et d'ailleurs, c'est pas intrinsèquement impossible. D'ailleurs, c'est ce que Microsoft l'a fait assez rapidement. Ils ont combiné la recherche de documents sur le web avec la génération de langage. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible, et c'est même ce qui va se faire de plus en plus, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une recherche classique à partir d'un index des documents du web, à partir d'une requête utilisateur, et en récupérant les documents les plus pertinents d'après les algorithmes classiques des moteurs de recherche, on part de ça comme information pour générer une réponse. Et à ce moment-là, on a une réponse en langage naturel et on a aussi les sources. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de combinaisons de différentes fonctionnalités qui incluent des modèles de langage. Et d'ailleurs, il y en a depuis longtemps. Dans le BERT, c'était le premier transformer qui a été créé par Google et il l'utilise. Les modèles de langage, ils sont utilisés depuis longtemps, en fait, depuis des années. Les premiers, c'était peut-être dans les années 2010, il y avait ce qu'on appelle Word2Vec. C'était un truc, j'étais sidéré quand j'ai découvert ça la première fois. C'est qu'on transforme un mot en un vecteur.
et en un certain nombre de dimensions, plus que 3. Et donc les mots ont des positions dans un espace à n dimensions, et la proximité de ces mots, c'est une proximité sémantique. Donc on peut voir toutes les couleurs qui vont se trouver dans un coin, tous les tables à un autre endroit. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est la notion d'embeddings, c'est la représentation vectorielle d'un mot. Et ça, c'est devenu beaucoup plus élaboré maintenant avec les modèles de langage, parce que c'est plus juste un mot, mais c'est des expressions, des séquences, des documents, et en fonction du contexte. Ok. Attends, j'essaie juste de... faut que je retienne le timestamp parce que c'était très intéressant. Mais donc, ce que je voulais dire pour finir ce que j'avais commencé, c'est que ces principes le principe de mettre du langage en entrée d'un réseau de neurones et d'avoir en sortie du langage ou des embeddings ou n'importe quel traitement, ça fait un certain temps qu'on les utilise dans les moteurs de recherche et dans plein d'autres applications. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est cette génération de langage en mode chat. C'est-à-dire qu'avant, on connaissait les chatbots sur Internet, il y en a plein des chatbots, mais c'est que des réponses déjà formatées. Oui, c'est souvent plutôt des arbres de décision qu'autre chose. Oui, alors on pouvait mettre de l'intelligence dans la manière dont on faisait correspondre une question d'utilisateur et une réponse qui avait été déjà formatée. Parce que justement, avec ces calculs à partir de représentations vectorielles, on pouvait se dire « Ah, cette question d'utilisateur, elle correspond bien à cette réponse que j'ai déjà prévue dans ma base de FAQ. » Et donc il y avait quand même, c'est déjà l'exploitation de modèles de langage et de deep learning. Okay. Mais là, on peut directement générer, mais je ne sais pas si ça va beaucoup se faire, parce que quel est le site web qui va laisser un modèle de langage répondre directement aux utilisateurs pour une hotline ou un support client? C'est chaud quand même de laisser... On n'a aucun contrôle sur... donc, statistiquement, ça se passe bien et les réponses sont bonnes en général. Mais dans un certain pourcentage des cas qui n'est pas négligeable, le réseau de neurones le modèle de langage va dire n'importe quoi. Et on voit d'ailleurs qu'il y a c'est un chan sur 4chan, je crois, ou sur je ne sais pas où il y a des gens qui essayent de hacker ChatGPT en lui faisant dire des choses qu'il n'a pas le droit de dire normalement. Et OpenAI, eux, se battent pour faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est marrant, du coup, aussi, cette... Est-ce que c'est vraiment du hacking? Parce que du coup, on est juste sur du... tu vois, il n'y a pas de piratage en tant que tel. C'est un détournement, mais je trouve ça assez intéressant comme évolution. Mais il faut expliquer qu'il y a une couche en plus pour ces modèles de langage qui font du chat. Il y a une couche d'apprentissage en plus de ce que j'ai dit, qui est du Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc, c'est une passe d'apprentissage avec un retour humain, qui va dire au modèle qu'il y a des réponses qui sont meilleures que d'autres. Donc en plus, parce que la première étape, c'est de l'apprentissage où le modèle apprend juste à prédire des mots qui sont probables par rapport aux documents qu'il a vus. Okay. Mais il n'apprend pas à faire du chat, par exemple. Et puis, il peut raconter vraiment n'importe quoi. Et donc cette étape de reinforcement learning, avec des humains, qui lui donne des instructions sur quelles sont les meilleures réponses, quelles sont entre deux réponses, quelle est la meilleure. C'est ça qui fait qu'on peut passer dans ce mode chat, que ça fonctionne, et qu'aussi on peut cadrer le discours qui rentre pas dans un discours qui peut être trop controversé, trop orienté politiquement, qui soit pas insultant, qui ne dise pas de grossièreté, etc. Et donc c'est ce qui fait que ChatGPT est relativement cadré. Après, il y a des gens qui jouent à essayer de contourner ça. Et puis, il y aura sûrement maintenant, il y aura de plus en plus de versions open source de ces modèles. Il y a des gens qui en feront ce qu'ils voudront. Après, il faut une certaine puissance de calcul, mais bon, c'est possible. J'avais reçu il y a quelques temps aussi une data scientist de chez Airbnb qui nous expliquait aussi la correction de certains biais qui pouvaient être portés dans leurs algorithmes d'attribution et de recherche. Cette notion de correction, comment est-ce qu'elle est est-ce que c'est un surentraînement qui est fait ou est-ce qu'il y a un moment entre guillemets, de hard coding qui est fait sur le modèle en disant si jamais ta réponse elle contient cet élément-là, tu passes à autre chose? Dans les réseaux de neurones, il n'y a pas vraiment de hard coding. Ça peut se faire en post-processing, on peut faire ce qu'on veut. Mais dans le principe des réseaux de neurones, il y a aucune... je pense qu'il n'y a aucune règle vraiment qu'on peut définir directement.
Ouais. C'est-à-dire c'est que des mécanismes qui s'ajustent par apprentissage avec de l'optimisation. Donc, les moyens d'action pour contrôler les biais, ils sont sur le dataset d'entraînement. Et là, il y a des moyens plus ou moins élaborés de le faire. Donc on peut essayer juste d'avoir un équilibre, par exemple avoir autant d'hommes que de femmes, avoir des gens à la peau noire et à la peau blanche, ça on peut essayer de faire ça. Ensuite, si on veut vraiment réduire fondamentalement les biais, c'est un domaine d'étude en fait, ça s'appelle le fairness. C'est un domaine d'étude assez riche sur la manière dont on peut corriger ces biais, c'est un problème très difficile. Ensuite, il y a la question de ce qu'on optimise. La formulation du problème globalement qu'on traite et la fonction qu'on optimise, la fonction d'erreur qu'on essaye de réduire, ça a aussi des conséquences très importantes, bien sûr. Donc, par exemple, ChatGPT, enfin les modèles GPT, ils ont appris à reproduire du langage qu'ils avaient vu dans des documents. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Et encore une fois, enfin, il y a pas de... Est-ce qu'il y a vraiment de la compréhension? Est-ce que ChatGPT comprend réellement la question? Est-ce qu'il formalise réellement une réponse? Ou est-ce qu'au final, c'est juste un assemblage de mots qui... Il apprend à prédire statistiquement ce qui aurait été probable dans ce qu'il a vu dans le dataset d'entraînement. Donc il ne comprend pas, il ne fait pas de raisonnement. C'est-à-dire que nous, quand on parle, ce qu'on dit s'appuie sur des concepts à partir desquels on raisonne. Et on formule des idées qu'ensuite on exprime. Là, ça peut être généré mot par mot. Il faut comprendre que ça peut être un mot qui est généré et ensuite il génère le suivant. Il n'y a pas une idée derrière ou un raisonnement qui est à l'œuvre. C'est comme quand on écrit un SMS avec l'écriture prédictive en prenant à chaque fois fois c'est exactement pareil, sauf que c'est beaucoup plus élaboré et ça tient compte d'un contexte beaucoup plus large. Donc il n'y a pas d'intelligence, c'est que de la statistique. Ce qui est incroyable, c'est que le résultat est similaire à ce qu'il y aurait eu avec un raisonnement très élaboré d'un humain, et des connaissances très 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 larges. Et c'est ce qui fait dire à des gens qu'en fait, à travers cet entraînement, ces énormes réseaux de neurones, ils acquièrent une compréhension de ce qu'est le langage, comme nous, dans notre cerveau, ça doit fonctionner peut-être d'une manière similaire, et notre intelligence qui a l'air d'avoir des choses, de manipuler des concepts, en fait, à la base, c'est la même chose. Et ça, c'est un sujet de controverse, qui est assez complexe, parce que c'est vrai qu'il y a des concepts qui émergent. Par exemple, quand je parlais des premiers modèles de traitement de langage Word2Vec, déjà ça permet de faire émerger des concepts, parce qu'il y a une représentation vectorielle, et dans cet espace vectoriel, on peut isoler des zones qui correspondent à des concepts. Mais les concepts, ils sont pas, c'est pas de la même manière, c'est pas les mêmes concepts, ils sont pas formulés pareil que dans l'IA symbolique, les systèmes experts. On avait le concept de, par exemple, être malade, avoir, je sais pas, une bonne vue. C'est des choses très explicites qui ont un sens pour nous. Là, le sens, peut-être qu'on peut repérer qu'il y a des mots qui sont associés à un concept, et nous, on peut dire, c'est le concept couleur. Mais le réseau de neurones, il ne le sait pas, ça. Donc, il a une représentation qui, sous une forme implicite, exprime certains concepts, mais c'est implicite, et ça reflète uniquement ce qu'il a vu. Je pense que les êtres humains, ils sont capables d'inventer des nouveaux concepts. C'est même c'est ce qui se passe dans la science, dans la philosophie, dans l'humanité en général. Un réseau de neurones, non, il va que reproduire ce qu'il a déjà vu. Mais des personnes pensent qu'il n'y a pas tant de différence avec ces réseaux de neurones et notre cerveau, et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas aussi des choses aussi extraordinaires que les autres. Ça, il y a des débats là-dessus. Mais c'est très lié à la manière dont on considère ce qu'est l'humanité, en fait, et l'esprit humain. Cette capacité, effectivement, à déduire quelque chose, et non pas c'est induire, c'est ça? On dit que l'IA, c'est de l'induction et pas de la déduction? Oui, on dit que c'est de l'inférence. De l'inférence, c'est ça. Il y a un exemple que j'ai souvent repris dans ce podcast qui m'a été donné par un invité qui travaillait lui sur la partie dans la gestion du trafic, donc pas sur la voiture autonome, mais sur la gestion du trafic autoroutier, et qui m'expliquait qu'il y a une Tesla qui a bugué en voyant un camion transporter les feux rouges. Oui. Et du coup, parce que c'était effectivement une situation inconnue, et du coup, la voiture ne savait pas en fait comment se comporter. Là où l'humain comprend bien que s'il y a 15 feux rouges dans un camion, ils sont en mode transport. Ça, c'est très intéressant. Et même dès les débuts du deep learning, où il y avait des performances incroyables sur l'analyse d'images,
C'était les premières tâches, c'était de la catégorisation d'images, c'est-à-dire reconnaître, l'exemple le plus classique, c'est reconnaître des chats et des chiens, mais c'était sur des bases d'images avec des milliers de différents objets à reconnaître. On avait déjà repéré que sur certains exemples qui étaient évidents pour nous, il y avait des erreurs absurdes. Et on n'est jamais à l'abri de ça. Et ça, c'est quelque chose de... En fait, on ne sait pas expliquer dans le détail ce qui se passe, mais c'est un problème dans la généralisation qui est faite. On ne sait pas sur quoi se basent ces modèles de deep learning pour produire un résultat. C'est-à-dire que peut-être que pour repérer que dans une image, et c'est même souvent le cas, on a une girafe plutôt qu'un âne, et ben peut-être qu'il va regarder si derrière il y a de la savane. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas ça. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, si on met une girafe dans une forêt ou un âne dans la savane, on va continuer à le reconnaître. Mais c'est lié à l'ensemble d'entraînement. C'est lié à ce qui a été observé et aux corrélations qu'il a pu exploiter. Et donc, on n'est jamais à l'abri que, et d'ailleurs ça arrive, on le voit tout le temps, que ces modèles, ils sortent un truc absurde. Et des fois, et c'est aussi un grand jeu avec ChatGPT, de lui faire sortir des trucs absurdes. Et à mon avis, donc avec le passage à l'échelle de plus en plus grande et l'élaboration de plus en plus grande de ces modèles, on va avoir de moins en moins d'absurdité, on va avoir l'impression qu'il y a de plus en plus de raisonnement derrière qui n'existe pas, mais on ne sera jamais à l'abri qu'ils produisent un résultat complètement absurde. Ouais. Oui, mais tu vois, parce que ce qui est intéressant en fait, de ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que certes, on a envie de dire qu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de raisonnement de la part des réseaux de neurones aujourd'hui, mais qu'au final, leur façon de réfléchir, je mets des guillemets, mais leur façon de réfléchir est au final assez proche de la façon dont nous on réfléchit sur un niveau biologique, c'est que le neurone au final, biologiquement, ressemble beaucoup aux neurones informatiques, et que donc au final, nous aussi... Je sais pas, mais bon, il y a une similarité, ouais. Et que du coup, nous aussi, en fait, on a ce mode d'entraînement et d'analyse des choses. J'en ai perdu le fil en essayant de résumer mon idée, c'est dommage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est que tu dis que l'IA peut être amenée à dire des choses absurdes parce qu'on ne sait pas ce qu'elle perçoit. Le truc, c'est que il y a beaucoup d'illusions d'optique, d'illusions auditives. Il y a on peut tromper aussi les perceptions humaines, et on peut avoir l'impression de voir quelque chose alors que pas du tout. On va regarder des films en 3D alors qu'on sait bien que l'écran il est plat. Donc tu vois, on peut aussi nous avoir notre cerveau en fait qui dit. On peut avoir des biais, on peut faire des erreurs, on peut dire des choses absurdes, bien sûr. Mais c'est dans la comparaison qu'on fait de l'intelligence humaine et de ce qu'il y a dans ces modèles de langage qu'on peut observer qu'ils sont faibles par certains aspects. C'est-à-dire que pour nous, quelque chose qui est facile à comprendre va être impossible pour eux. C'est ça que je veux dire en fait. C'est pas que, bien sûr, les machines sont plus fortes que nous dans plein de domaines. Hein. Une calculatrice c'est plus forte que nous pour calculer. Hein. Et tous les modèles de deep learning vont faire de plus en plus de choses mieux que nous. Mais la principale différence, enfin il y en a beaucoup, mais c'est ce manque de recul, c'est-à-dire qu'ils partent d'une observation sur une certaine distribution d'exemples. Le fait qu'ils sont limités à des corrélations, et après le fait qu'ils ont été... on a formulé le problème qu'ils vont résoudre, on les a entraînés à partir d'un ensemble d'exemples, ils n'en sortiront jamais. Donc bien sûr, un modèle de langage qui a été entraîné sur presque tout Internet, il va faire des choses incroyables, mais il ne va jamais sortir du cadre dans lequel on l'a entraîné. Alors que nous, on est capable toujours de sortir, on n'a pas de cadre fixé. Le langage naturel, c'est pas un langage formel, on peut réinventer notre langage. Ce que signifient les mots, ça évolue. Les concepts évoluent, les institutions évoluent, les valeurs morales évoluent, et dans un modèle de langage, il y a juste une réplication de ce qui a été vu sur un certain ensemble de données, et ça en sortira jamais. Et donc je pense que c'est une illusion de penser qu'il y aura des grandes découvertes scientifiques ou des nouveaux concepts qui vont émerger, de considérer ça comme si c'était des intelligences dans le sens humain. C'est pas des intelligences dans le sens humain. Il y a une forme d'intelligence si on veut. Mais, C'est Sam Altman, un des cofondateurs d'OpenAI, qui avait dit une phrase à un moment, il avait dit l'IA ne prendra pas votre boulot, c'est quelqu'un qui sait maîtriser l'IA qui prendra votre boulot. Oui, mais ça, c'est vrai pour toutes les évolutions technologiques. Oui.
il y a une certaine vérité. Parce que du coup, on voit aujourd'hui, il y a des offres d'emploi ou des gens qui se positionnent comme prompt engineer, donc des ingénieurs je sais pas comment on dit en français le prompt. Je sais pas. Mais donc des ingénieurs On du dit prompt, prompt. qui vont être payés assez cher au final pour ce que ça semble être en tout cas. C'est-à-dire qu'ils savent utiliser en fait les OpenAI, ChatGPT, Midjourney et compagnie pour réussir à générer des choses utiles. Ouais. Mais dans beaucoup de cas, le prompt engineering, c'est un peu un... En fait, on exploite un modèle qui a été entraîné sur tout et n'importe quoi et on essaye de le spécialiser à une tâche. Je pense que de plus en plus, il va y avoir des spécialisations qui se font avec des entraînements un peu plus spécifiques. C'est-à-dire que pour l'instant, et nous on a essayé de le faire aussi, si on veut l'entraîner, si on veut utiliser un modèle de langage genre GPT-4 ou ChatGPT à faire par exemple du classement, par exemple nous on peut vouloir classer des requêtes utilisateurs, quel type de requête c'est, et ben il faut lui donner des instructions pour le faire, c'est le prompt engineering. Mais il y a plein de cas où il va faire n'importe quoi, pour les raisons que j'ai dit avant. Et c'est vraiment ce qu'on observe, on l'a fait. Donc on est obligé de rechecker après. Et c'est overkill d'utiliser un modèle comme ça en lui redisant à chaque fois ce qu'il doit faire, et puis avec une marge d'erreur qui n'est pas négligeable. Alors qu'on peut très bien l'entraîner en le spécialisant dans cette tâche, et en forçant le fait que il va prédire une des catégories dans lesquelles on veut faire la classification. Donc je pense que le prompt engineering, il va se développer, il existe, mais je pense qu'il va beaucoup aussi être remplacé par ce qu'on appelle du fine-tuning ou de la spécialisation des modèles pour des tâches particulières. Par exemple, le programme qui jouait au jeu de Go, c'était pas un modèle de langage qui disait à quel endroit poser les pierres et qui aurait pu potentiellement se planter dans les règles. Il était forcé de suivre les règles, c'était câblé dans le modèle. Okay. Et c'est plus efficace quand même pour faire une tâche comme ça. C'est-à-dire que du coup, c'était plus une machine expert que... Non, c'était principalement du deep learning. Mais ce que je veux dire, c'était un modèle spécialisé. Okay. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, les modèles de langage avec chat, c'est un cas un peu particulier. Mais tous les modèles de deep learning sont spécialisés. C'est-à-dire qu'un modèle qui est entraîné à reconnaître des animaux ou des produits dans des images de produits sur un site de e-commerce, il ne saura faire que ça. Il ne saura pas faire 2+3. Là, on a une espèce d'illusion de ce qu'on appelle l'intelligence générale, parce que c'est aussi des mots à la mode, AGI, Artificial General Intelligence, avec ces modèles de langage, parce qu'on se dit ils peuvent faire n'importe quelle tâche. En fait, non, leur tâche, c'est de prédire des mots qui sont statistiquement probables. Mais indirectement, oui, on peut leur faire des trucs. On peut leur faire de la traduction, on peut leur faire de la classification, on peut leur faire mais on ne peut pas lui demander de conduire une voiture. Non. Donc c'est ça qu'il y a ce mythe de l'IA généraliste ou généralisée ou générale. Oui, général. Oui, on ne peut pas lui demander de faire autre chose que produire du langage d'une manière statistiquement probable. Est-ce que pour toi, avec les neurones ou avec un autre modèle, est-ce que tu penses que... du coup, c'est marrant. Est-ce que pour toi, il y a une probabilité qu'on arrive un jour à avoir une IA effectivement générale ? Alors... Ça dépend de ce qu'on appelle intelligence générale, ça dépend même de ce qu'on appelle intelligence. Parce que il n'y a pas une définition très unique de l'intelligence. Dans l'intelligence, il y a plein de composantes. Et en particulier, dans l'intelligence humaine et certains animaux, il y a une part d'expérience subjective. Et c'est important dans notre intelligence, le fait qu'on est conscient que les concepts qu'on manipule ou qu'on invente, ils correspondent à quelque chose qui ont un sens pour nous. C'est même fondamental dans l'intelligence. Et ça, c'est absent complètement de l'IA, par principe. L'IA, c'est des machines qu'on construit, dont on connaît les mécanismes. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une expérience subjective qui apparaisse, parce que l'expérience subjective, c'est lié au vivant, en fait. Et ça arrive sûrement, ça émerge certainement avant ce qu'on appelle ce qu'on connaît de l'intelligence humaine ou de la conscience humaine. Ça vient en amont dans l'évolution, certainement. Et donc, ça, c'est une composante fondamentale qui ne sera jamais dans l'IA et qui fera une énorme différence. Parce que tous les modèles d'IA, ils restent enfermés dans le cadre qu'on leur a défini. Ils ont été entraînés dans un cadre qui a été défini à optimiser un certain truc sur un certain dataset. Et nous, non. Nous, on a une expérience qui est... déjà, on fait partie du monde, on a des expériences de perception d'intérieur, extérieur. On est le produit de toute une évolution qui fait qu'on
on ressent certaines choses, et c'est ça c'est en fonction de ce qu'on ressent et de sens qu'ont les mots par rapport à ça, qu'on raisonne, qu'on communique et que fonctionne notre intelligence. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Donc, tant que l'IA n'aura pas l'expérience d'un corps, d'un véhicule dans l'espace, j'ai envie de dire, il ne pourra pas, pour toi, avoir cette notion de conscience individuelle. C'est quelque chose qui est relativement bien partagé par des scientifiques de l'IA. Il y en a qui se disent que le langage, ça suffit pour qu'il y ait de l'intelligence qui se développe de manière sans limite. Mais beaucoup pensent qu'il faut du multimodal, c'est-à-dire pas que du langage, il faut aussi de l'image, du son, de la perception sensorielle, différents sens, pour que les choses prennent une signification au-delà de juste le formalisme des mots. Mais, et je pense que ça va se développer, parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup de robustesse de combiner, d'ailleurs c'est le cas avec GPT-4. Ça combine image et texte, en input en tout cas. Ça apporte beaucoup de robustesse de combiner différentes modalités. Parce que justement, par exemple, dans les biais qu'on peut avoir, si on a... moi, j'ai travaillé dans le domaine du e-commerce, dans un poste précédent où on faisait beaucoup de deep learning. On analysait des images et des descriptions de produits. Le fait de combiner images et description de produits, ça apporte des bien meilleurs résultats que de voir que l'image ou que la description. Nous-mêmes, quand on combine les deux. Donc, ce qu'on appelle multimodal, ça va beaucoup... Je pense que c'est un axe d'évolution majeur pour l'IA. Mais si on imagine qu'on a un robot qui a un peu l'équivalent de nos sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, ça ne changera pas fondamentalement le problème, parce que ça sera toujours... ça fonctionnera toujours sur la base d'un formalisme qui est des 0 et des 1. On aura tout défini. Ça fonctionne dans un système formel fermé qui n'est pas l'environnement dans lequel nous on fonctionne. On est le contraire de ça, en fait. Et il ne sortira jamais du cadre qu'on aura défini si c'est un robot, pour ce robot. Donc il fera des choses plus élaborées. Il pourra faire des choses qui ont plus de combiner les informations qui viennent de différentes modalités. Donc il fera des choses de manière plus intelligente, entre guillemets. Mais ça ne changera pas fondamentalement le problème. Il restera fermé dans le cadre qu'on lui aura défini. Alors avant de passer à cette lettre ouverte qui a été publiée récemment, j'aimerais évoquer un dernier point, parce qu'on est quand même sur un podcast de dev. Et dans le chat, il y a beaucoup de questions autour de ça, qui tournent autour de à quel point ces outils-là vont changer le métier de dev. Il y en a une aussi un peu sur le même sujet, c'est est-ce qu'à un moment l'IA sera capable de coder une IA et du coup on n'aura plus besoin de dev pour faire ça. Tu vois, est-ce que c'est vrai que quand on voit Copilot et compagnie, on peut avoir l'impression qu'on fait partie des métiers menacés alors qu'on se pensait à l'abri de ça. Alors pour commencer, à quel point les devs vont devoir utiliser ou vont utiliser ChatGPT et les successeurs, les devs ils le savent mieux que moi. Déjà, ils l'utilisent beaucoup et évidemment ça va être un outil qui va devenir plus ou moins indispensable, je pense. Mais ça, j'ai rien à leur apprendre. Ils sont déjà à fond. Comme effectivement Stack Overflow, moi je le disais en intro, c'est vrai que moi quand j'ai commencé à dev, il n'y avait pas Stack Overflow. Moi j'ai appris à me débrouiller avec des bouquins et compagnie, et après il y a eu les forums. Moi aussi. Stack Overflow, maintenant on fait plein de copier-coller depuis Stack Overflow. Aujourd'hui, un dev n'envisage pas de coder sans Stack Overflow. Et toi, tu penses que demain, un dev n'envisagera pas de coder sans son ChatGPT ou Copilot Je pense. Pour beaucoup de tâches en fait, de dev, oui, je pense que ça va être le cas. Ensuite, ce sont des outils qui vont être des briques de nouvelles applications. Donc là, ça va concerner des devs qui vont les intégrer ou les faire évoluer. Donc ce sont des nouveaux domaines, enfin des domaines qui existent déjà depuis longtemps, mais qui vont se développer. Est-ce qu'une IA va coder une IA qui va coder une IA? Donc ça, ça fait partie des prédictions sur la singularité et l'explosion d'intelligence. C'est une notion qui date de 1960, je crois. C'est vraiment depuis les débuts. En fait, les débuts de l'informatique, c'était les débuts de l'IA. Dès les débuts, l'idée, c'était de reproduire l'intelligence humaine. Donc l'IA, c'est le projet de l'IA, il existe depuis le début de l'informatique. Et ces prédictions sur l'explosion de l'intelligence et le mythe de la singularité, qui a pris ce nom-là à une certaine époque, ils sont présents depuis le début.
Est-ce que l'IA va coder une IA meilleure qu'elle-même? Je pense que non, pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire que un modèle d'IA, il est développé dans un certain cadre et il est limité par le problème tel qu'on l'a formulé et les données d'entraînement. Et il ne pourra jamais en sortir. Donc il ne va pas faire mieux que ce qu'on a fait pour produire les données. Les données qui sont en entrée d'un modèle de langage, c'est des données produites par les humains, qui ont un sens pour les humains, c'est du texte, en langage naturel ou en code. Ce qui en sort, c'est du langage qui a un sens pour les humains. Donc c'est fantastique, ça fait un truc très élaboré où on parle et ça nous répond et ça a un sens en entrée et en sortie. Pour le modèle, il n'y a pas de signification des mots ou des données qu'on donne en entrée ou qui sont en sortie. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une interprétation humaine, déjà pour que ça ait un sens, tout simplement. Ça n'a même pas de sens pour le modèle. Et donc c'est encore moins possible pour le modèle d'aller au-delà de ce qui est présent, émis par des humains dans l'ensemble d'entraînement. Et est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, on sera incapable de créer une intelligence supérieure à la nôtre? Parce que du coup, si on applique cette logique... En fait, ils seront supérieurs dans des domaines restreints. Dès qu'on aura défini un domaine restreint, on se fera exploser par la machine. C'était le cas avec une calculatrice, avec le jeu d'échecs, avec le jeu de Go. Dès qu'on définit bien, qu'on a bien formalisé un problème, on aura les modèles pour avoir des meilleures performances que nous, c'est sûr. Mais l'intelligence qu'on appelle générale, qui n'est pas vraiment définie, pour moi, ça signifie avoir une intelligence générale qu'on est capable d'inventer de nouveaux problèmes. Non seulement résoudre les problèmes qui ont déjà été formulés, mais de formuler de nouveaux problèmes, d'inventer de nouveaux problèmes, d'inventer de nouveaux concepts. Et c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on fait dans la science, c'est ce qu'on fait avec les institutions. Les institutions, au bout d'un moment, elles sont obsolètes, il faut en refaire de nouvelles. Là, les théories scientifiques, c'est pareil. Au bout d'un moment, elles sont pas suffisantes pour expliquer ce qu'on a observé. On doit les faire évoluer. Une machine, l'intelligence artificielle, c'est un modèle câblé, même s'il y a beaucoup de choses statistiques et très élaborées, qui ne peut pas inventer de nouvelles choses. Par principe, ça ne fait que reproduire ce qui a été... c'est fait pour ça, ça reproduit ce qui était dans son ensemble d'entraînement. Donc par magie, ça ne va pas en sortir. Ouais, je vois. Après, ça peut découvrir des choses qu'on n'avait pas vues, statistiquement, ça peut faire ressortir des choses qu'on n'avait pas vues, mais ça ne va pas inventer de nouveaux concepts. Et c'est des choses qu'on n'a pas vues, mais dans le périmètre qui a été défini. Dans le cadre qui a été formalisé. C'est-à-dire que ça a besoin de fonctionner dans un certain formalisme, et ça ne sortira jamais de ce formalisme, de la formalisation du problème tel qu'elle a été faite. Alors que nous, on est capable de casser le formalisme, d'en inventer un nouveau, de se dire non, en fait, c'est de la connerie, c'est la manière dont on a formalisé le problème, et il faut le reformuler différemment. Et ça, une machine ne le fera jamais. Ouais. On a beaucoup parlé des limites ou des limitations de l'IA. On parle du cadre dans lequel l'IA s'exécute. Il y a des gens qui veulent même la limiter au point de faire une pause dans l'IA. Il y a une lettre ouverte qui a été publiée récemment. Tu me l'as partagé d'ailleurs en préparation de cet épisode. C'est quoi, toi, ta lecture de ce type d'initiative? Pour moi, il y a vraiment une période de hype incroyable qui est entretenue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sincèrement inquiets de ce qui peut se passer, et il y a des raisons de s'inquiéter parce que les problèmes de l'IA, c'est des problèmes très concrets, on les connaît. Par exemple, dès qu'on utilise un modèle de machine learning pour prendre une décision qui a des conséquences pour des êtres humains dans la société, pour les raisons que j'ai expliquées, et par le fait que ça repose sur des corrélations existantes, on va reproduire des injustices ou de la discrimination. Enfin, il y a les biais dans les modèles, ça peut avoir des conséquences graves en fait. Donc l'exploitation, l'usage de différents modèles de machine learning pour des applications, pour certaines applications, et d'ailleurs il y a en préparation beaucoup de règlements au niveau européen qui vont sortir. Il y a le AI Act qui comporte plein de notions justement un peu équivalentes du GDPR mais pour l'IA, qui vont être de plus en plus, qui vont s'appliquer un jour pour limiter ce qu'on peut faire avec l'IA ou avoir un certain degré de transparence, etc. Mais les dangers sont très très réels. Et puis ils existent déjà. On a déjà vu beaucoup de conséquences de l'exploitation de certains modèles dans la société. On le voit même avec les réseaux sociaux. C'est des conséquences vraiment majeures
On peut dire que les réseaux sociaux ont eu des conséquences sur, je sais pas, le Brexit, l'élection de Trump. Donc, c'est des trucs très, très, très importants. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de problème de l'IA, d'énormes problèmes de l'IA, mais là, on entretient une confusion entre ces problèmes réels et des problèmes imaginaires. Du type, l'IA va prendre le contrôle. C'est ça. Donc il y a une crainte de perdre le contrôle, en fait. De perdre le contrôle, ou que l'IA devienne super intelligente et qu'on devienne, nous, des êtres inférieurs et une espèce menacée. Et ça va avec une certaine vision. Donc pour moi, cette lettre, elle entretient la confusion. Elle pourrait être... Il y a des gens qui ont signé et que je respecte, et qui l'ont signé pour des raisons valables, mais si on prend vraiment le contenu de la lettre, très explicite, ça entretient la confusion pour moi, parce que ça mélange ces différents risques, des risques imaginaires et des risques réels. Et le fait de dire on va perdre le contrôle sur l'IA ou l'IA va prendre le pouvoir, ça va avec une vision de l'humanité qui est très 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 réductrice, qui est que en fait nous on est des machines aussi. Et bon, pourquoi pas, on peut penser ça, hein, mais c'est très appauvrir ce qu'est l'humanité, la société. Bon. Mais c'est un point de vue. Et c'est vrai que si on prend ce point de vue et qu'on a cette croyance, parce que pour moi c'est une croyance, et il y a un problème dans le fait que des experts de l'IA font passer ça pour une information scientifique, sur laquelle leur expertise a une valeur, c'est vraiment une croyance pour moi de se dire les IA sont des intelligences comme les nôtres, comme la nôtre, et l'intelligence est une machine comme l'IA, quoi. C'est un point de vue et une croyance. Et si on part de ce point de vue-là et qu'on dit qu'on est juste une machine et qu'on peut la répliquer, créer des choses équivalentes avec de l'IA, effectivement, on peut dire que tout peut arriver. Et je ne peux pas démontrer que c'est faux, mais je crois profondément que c'est très réducteur par rapport à la réalité. Est-ce que c'est pas aussi une reproduction, tu vois, c'était il y a 4 ans, 5 ans peut-être, il y avait le buzzword, c'était la voiture autonome, qui était présentée comme étant possible dans 6 mois. C'est-à-dire qu'il y avait des avancées, certes impressionnantes, je ne mets pas en doute, de Tesla et consorts. Et puis en fait, on a commencé à se poser des questions en se disant, en termes d'assurance, qui est responsable. Enfin, tu vois, il y a eu tout un tas de débats sur le problème du tramway, enfin, tu vois, des espèces de tas de questions comme ça, comment l'IA doit choisir qui va tuer et compagnie. Et puis au final, 5 ans après, on voit bien qu'en fait, avant qu'une voiture soit autonome sur la route, il y a du chemin en fait, et qu'on en est loin. Oui. Parce que justement, c'est un problème très ouvert. On n'arrive pas à le formaliser complètement. C'est pas comme jouer au Go, tout peut arriver et il faut avoir une compréhension, un sens commun, une compréhension du monde qui est très 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 avancée. Mais si on restreint le cadre dans lequel fonctionnent les voitures autonomes, ça marchera. C'est ce qui va se passer en fait. On va définir, il y aura peut-être des voies spéciales ou des autoroutes spéciales, c'est ce qui va se passer à mon avis. Mais des voitures autonomes qui traversent la place de la Concorde ou l'Étoile, c'est pas pour demain. Ça va peut-être arriver parce qu'on va se dire, ok, le niveau de risque est à peu près comparable à celui d'une voiture conduite par un humain, et puis ok, on y va. Mais comme on va revenir au sujet dont on parlait, c'est-à-dire ça va faire toujours des choses absurdes à un moment ou à un autre, et on se dira, mais c'est pas possible, non, on va pas laisser ces trucs-là autonomes, quoi. Oui, parce que c'est ça aussi qui est particulier, c'est qu'on accepte beaucoup moins l'erreur de la machine versus l'erreur de l'humain. Ouais. Et on dit d'ailleurs que l'erreur est humaine. Ouais. Oui. Mais on accepte les erreurs humaines, mais il y a des erreurs qui nous paraissent vraiment débiles dans les machines et qu'on a du mal à accepter. Mais pour répondre à ta question sur les prédictions sur les voitures autonomes, en fait, dès le début de l'informatique, il y a eu des prédictions sur l'IA qui étaient dans, je ne sais plus ce que c'était, mais dans 20 ans, on aura une intelligence artificielle équivalente à celle des humains. Donc il y a toujours cette... les prédictions, c'est vraiment un domaine où... c'est le domaine des prédictions, quoi. Tout le monde peut prédire ce qu'il veut. Ce qu'il faut éviter, c'est que des gens outrepassent leur domaine de compétences et s'appuient sur aillent au-delà de leur domaine d'expertise en faisant passer leurs prédictions pour quelque chose de scientifique. Et c'est ça qu'il faut... il faut avoir le recul pour ne pas accepter ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques de l'IA qui sont très connus, qui sont des gens très intelligents et qui ont fait des découvertes très majeures et qui vont parler de l'IA en disant des choses passionnantes et vraies.
et original. Et puis à un moment, ils vont vraiment dire des conneries. Et le moment où il y a une frontière qu'ils vont dépasser, il faut pouvoir la repérer, cette frontière. Et se dire là, bon, ok, ouais, ils pensent ça, mais ça, c'est plus de la science, quoi. Et là, et dans la situation actuelle, avec le niveau, le degré d'élaboration du langage qui est produit par les modèles de langage, tout le monde disjoncte un peu, quoi. Et tout le monde est capable de dire des trucs comme ça. Avec ton expérience sur l'IA, et pour essayer de conclure un petit peu ce sujet, l'IA aujourd'hui est présentée comme étant un transformateur de la société majeur, et qu'il y a eu le web et maintenant il y aura l'IA. Pour toi, ça va être quoi l'impact de l'IA sur la société ou l'humanité? Si tant est qu'il va y en avoir un, est-ce que ça va être un soufflet qui va s'écraser, ou est-ce que pour toi il va y avoir un vrai changement? Non, je pense que ce n'est pas un soufflet qui va s'écraser, mais ce n'est pas non plus un changement majeur pour l'humanité. C'est-à-dire que je pense que il y a eu des grandes évolutions technologiques, l'imprimerie, Internet, l'IA, c'est un changement, c'est une évolution majeure, c'est clair. Ça va changer beaucoup de choses. Ça a déjà changé beaucoup de choses dans la société, et ça va continuer à changer beaucoup de choses dans la société. Ça va pas changer. Enfin, certains pensent que ça va changer pratiquement la nature de l'humanité. Il y a le transhumanisme même qui prédit qu'on va fusionner avec la machine, que ça va changer vraiment ce qu'est l'humain, en fait. Je pense pas du tout ça. Ça va pas changer ce qu'est l'humain, mais ça va changer la société, ça va changer l'environnement technologique, et d'une manière très conséquente. Mais du coup, c'est un changement, on va dire, du paysage, c'est-à-dire que c'est un outil de plus qu'on utilise, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, ou est-ce que pour toi il va y avoir un vrai changement du concept même de faire société, de la vie, enfin des gens, tu vois, il y a un impact drastique sur le... Ce que je crains, je pense pas, mais ce que je crains, c'est que la manière dont on comprend l'IA, si on ne fait pas suffisamment la différence entre ce qu'il y a dans l'esprit humain et ce qu'il y a dans un modèle d'IA, ça puisse avoir des conséquences désastreuses sur la société, parce que si on prend des décisions uniquement en fonction de ce que prédit un modèle pour des choses importantes dans la société, ça peut avoir des conséquences graves. Et si on a des illusions sur les capacités de ces modèles, on peut leur laisser faire des choses pour lesquelles on devrait être responsable. Dans la question des voitures autonomes, il y a une question de responsabilité aussi. On veut avoir quelqu'un derrière le volant pour dire il est responsable. Dans la société, on veut aussi des gens qui soient responsables, parce qu'il y a une différence entre ce que fait une machine qui n'a pas de responsabilité et nous qui avons le recul suffisant pour prendre des décisions, même si on peut se tromper plus qu'une machine dans certains contextes. Donc je pense qu'un des dangers, c'est qu'on donne trop de place à l'IA dans la société pour prendre des décisions qui doivent être des décisions humaines. Par exemple, des décisions de justice ou des décisions économiques ou politiques. Et pour moi, ça, c'est un danger. Je ne sais pas vraiment l'évaluer, je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'on est biaisé aussi par le fait qu'on est dans un environnement technique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui croient dans le pouvoir de l'IA au-delà du raisonnable. Je pense que dans la société, il y a des gens aussi qui ont beaucoup plus de recul, qui sont même des gens pas du tout scientifiques, qui voient très bien, sans comprendre le détail de la technologie, quelles sont les limites, parce que y a des choses qui ont du sens commun. Oui, on peut faire confiance à la société pour... J'espère. Pour avoir, pour certains, en fait, on le sait, il y a certaines instances qui ne sont pas forcément en fait de la technologie, qui peuvent avoir une crainte démesurée. Ça peut être l'extrême de la technologie. inverse, ouais. Mais du coup, ça s'équilibre, en fait. D'avoir d'un côté quelqu'un qui a hyper peur face à quelqu'un qui est hyper confiant, t'en as un au milieu qui dit, tu sais quoi, en fait, juste... peut-être on peut être entre les deux, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut espérer, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir financier et qui sont qui ont des croyances un peu folles dans les évolutions technologiques, et qui peuvent faire des choses qui ont des conséquences un peu fâcheuses. Donc j'espère que la société saura gérer ce genre de risques. Okay. Merci beaucoup Laurent pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi, les questions rituelles du podcast. Est-ce qu'il y aurait une ressource tech ou non tech que tu aimerais partager avec oui, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un scientifique du cerveau en neurosciences, qui s'appelle Antonio Damasio. Et c'est vraiment un scientifique fantastique qui a écrit beaucoup de livres accessibles au grand public, et qui a une perspective du point de vue du domaine biologique sur ce qu'est l'intelligence et la conscience. Okay.
et qui s'appuie justement, j'ai critiqué beaucoup de gens qui ont des croyances qui ne sont pas justifiées. Justement, lui, il a une approche tout à fait scientifique, mais qui permet quand même de parler de ces sujets-là, du point de vue de son expérience, de ce qu'est le vivant. Et je pense que c'est vraiment très important dans cette période de lire ce genre d'auteur, Antonio Damasio. Un livre en particulier de lui ou... Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Self Comes to Mind, et il y en a un récent sur la conscience, mais je ne me rappelle plus le titre. On retrouvera le titre, on mettra le lien en description. Ouais. Et pour terminer, la question la plus importante, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Bah oui, ça c'est très important. Mais en fait, ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir faire de la tabulation parce que c'est pratique. Mais le problème de la tabulation, c'est que ça varie suivant comment c'est interprété. Donc, l'idéal, c'est de faire du tab et que ça soit converti en espace. Okay. Et je demande à tout le monde de faire ça. Très bien. Et bah top. Merci beaucoup, Laurent, pour cette discussion. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, qui était passionnant. On parle d'intelligence, on parle de compréhension. Donc effectivement, ChatGPT n'aurait pas forcément compris cet épisode, mais il pourrait en faire un transcript intéressant et un résumé peut-être même intéressant. Et d'ailleurs, l'article qui sera en description de cet épisode sera écrit grandement par ChatGPT, mais non pas en se basant sur l'audio. J'espère en tout cas que vous qui nous avez écoutés, vous avez su comprendre réellement les concepts de bout en bout. Je vous remercie beaucoup de vos écoutes, de partager le podcast à chaque fois autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.